Merci. Merci. Je sais que je suis le dernier orateur avant votre déjeuner. Je n'abuserai donc pas de mon temps. Euh, alors, mais je pense que les orateurs précédents ont bien défini le cadre. Je voudrais revenir sur des éléments qu'ils ont déjà abordés. Vraiment, l'adéquation des offres de formation et de renforcement des capacités aux besoins et lacunes des pays contributeurs et l'adéquation des capacités aux contraintes spécifiques des missions de paix. Et lorsque je parle des missions de paix, je parle naturellement des missions des Nations Unies, mais aussi des autres acteurs. Même de ce côté, on voit un certain foisonnement, on voit de nombreuses coalitions qui sont jour et souvent avec lesquels les opérations des Nations Unies doivent composer, surtout dans des environnements tels que le Mali et le Sahel en général. Alors, en ce qui concerne l'adéquation des offres de formation aux capacités et besoins des contributeurs, on a tous vu, d'ailleurs, dans ce panel, on a l'école de Bamako, on a le CHES, qui sont représentatifs, enfin, qui sont deux types de prestataires différents, complémentaires, certainement. Je vais m'appesantir sur trois éléments. L'amélioration des outils de coordination des lieux de formation, les standards de formation et la problématique de la maintenance d'un fichier ou d'une base de données de prédéploiement. L'amélioration des outils de coordination des lieux de formation. De ce côté, je pense aussi que le foisonnement des lieux de formation est une richesse, à vrai dire. Je pense que je ne suis pas de ceux qui sont nécessairement stressés par le fait qu'il y en ait beaucoup, de nature différente, mais je pense qu'on pourrait souvent coordonner et les contenus et les types de formation entre ces différentes écoles, puisque de toute façon, souvent, les personnes formées seraient appelées à être déployées souvent dans des terrains similaires. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'outils. Les écoles elles-mêmes, certaines écoles peuvent assurer cette formation, mais il y a certainement aussi des réseaux tels que APSTA, de son acronyme anglais, qui pourraient assurer ça. Et d'ailleurs, il me revient que APSTA, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, l'Association africaine d'organisation de formation au renforcement de la paix. Le secrétariat est assuré aujourd'hui par une école au Cameroun, pays francophone, mais il faut dire que APSTA est assez mal géré, a des soucis chroniques de financement et d'autonomie. D'ailleurs, de nombreuses organisations ont suspendu leur participation à ce réseau en attente de jours meilleurs. Mais il me semble que ça peut être un outil utile en matière de coordination des contenus et des standards. Ce qui m'amène d'ailleurs à la question des standards de formation, car depuis un certain temps, et le général Dembélé le sait bien, l'Union africaine a procédé à un réaménagement des standards, de ces standards de formation, notamment en ce qui concerne la formation des personnels de police, des civils, et notamment aussi dans la dimension genre. Il y avait un certain décalage entre les standards des Nations Unies et ceux de l'UA, et même souvent aussi ceux de certaines CER. Donc il y a ce réaménagement qui est fait du côté de l'Union africaine, et on sait qu'un des points de blocage, par exemple, du plaidoyer qui est fait par l'Union africaine d'accéder un peu plus facilement aux Access Contribution, comment on dit ça, contribution en disant recouvrement. Contribution obligatoire. Obligatoire. Les contributions obligatoires. Merci. Justement, un des points de blocage est cette inadéquation des standards que plusieurs pays au Conseil de sécurité relèvent pour ne pas donner carte blanche aux opérations de maintien de la paix, enfin au financement par les Nations Unies des opérations de paix opérées par l'Union africaine. Et puis, le troisième point, la maintenance de fichiers ou de banques de données de pré-déploiement.
Là aussi, on voit bien que la faiblesse qu'on a constatée en matière d'évaluation précise des capacités existantes et des lacunes des pays contributeurs en matière de formation peut être exacerbée par la difficulté qui existe à maintenir cette banque de données. Il y a beaucoup de formations qui ont lieu et très souvent, les gens qui sont formés retournent dans leurs unités d'origine. Dans plusieurs pays, aucun suivi n'est opéré de ces personnes. Souvent, c'est des formations qui sont faites à perte. Il me semble, on comprend très bien les difficultés qu'il y a à former des gens en pré-déploiement et les déployer après. Ça doit être, comme on dit, on time. Ça doit se faire dans un cadre temporel bien précis, bien défini, entre 3 et 6 mois avant le déploiement. Mais la maintenance de cette banque de données, de ce fichier, peut régler certains problèmes de formation en amont et contribuer aussi à la comment dire, je dirais à la généralisation de certains standards pour éviter que des savoirs acquis disparaissent souvent faute d'être sollicités. Il est aussi, à mon avis, de ce fait important d'avoir un système fonctionnel, et certains orateurs l'ont dit, y compris le général Diop, de suivi et d'évaluation. La pratique dans certains pays africains, malheureusement, démontre que les déploiements sous le drapeau des UN, jouissant d'un certain prestige pour plusieurs raisons, le choix des personnels déployés peut souvent répondre à d'autres logiques que les logiques techniques et de compétences. Mais justement, la mise sur pied d'un processus de suivi et d'évaluation déjà en amont peut permettre de s'assurer que c'est les personnes formées et compétentes qui sont déployées sur certains théâtres. La deuxième dimension de mon propos tourne autour de l'adéquation des capacités aux contraintes spécifiques des opérations de paix. Plusieurs orateurs ont mentionné les contextes de plus en plus volatiles, complexes, dans lesquels les opérations de maintien de la paix sont déployées, où elles sont confrontées à des acteurs de moins en moins conventionnels, et souvent où, pour y faire face, ils ont des outils très conventionnels. Traditionnellement, les opérations des Nations Unies ont su s'adapter, enfin, souvent au prix de certains traumatismes, tels que le Rwanda, la Somalie, mais il y a quand même un processus d'adaptation aux mutations des menaces auxquelles les opérations font face. Aujourd'hui, par exemple, la menace de l'extrémisme violent et de son extension inexorable pose un certain nombre de défis aux opérations de paix qui sont de plus en plus sollicités pour intervenir dans des théâtres caractérisés par le terrorisme et l'extrémisme violent. Pour ce qui nous concerne ici, la question est de savoir comment adapter les formations et le renforcement des capacités à la nature spécifique de cette menace-là. La question du rôle des Nations Unies dans les opérations de contre-terrorisme ou même d'action visant à neutraliser des groupes dits terroristes ou extrémistes violents est sujette à controverse, on le sait, mais il est généralement admis que les Nations Unies ne sont pas habilitées à mener des opérations classiques de contre-terrorisme, à caractère militaire, je veux dire. Selon le rapport IPO, il est peut-être bien de rappeler ici, qu'elle ne dispose pas des outils suivants, de l'équipement adéquat, les capacités de renseignement, la logistique, la nécessaire préparation militaire spécialisée. Moi, j'ajouterais à cette liste aussi la nécessaire préparation des civils aussi. Parce que il peut s'avérer dangereux d'avoir des militaires qui sont formés en adéquation avec la menace, mais si les civils ne suivent pas pour pouvoir proposer des solutions innovantes, il pourrait y avoir un dysfonctionnement. Mais au-delà de tout ceci, les expériences variées d'extrémisme violent démontrent bien à quel point les contextes sont différents les uns des autres. Les motivations des acteurs clés sujettes à des contraintes et motivations souvent très locales. Donc la compréhension des raisons profondes qui poussent les membres des communautés à joindre les groupes extrémistes violents ainsi que leur motivation est le premier pas nécessaire pour envisager une solution ou des solutions adéquates. La formation est une chose, mais elle s'inscrit, et je vais terminer par ça,
elle s'inscrit dans un continuum qui va du mandat au retour d'expérience et même à la question de la doctrine en général, du maintien de la paix. Je m'arrêterai là, on pourrait entrer dans certains détails lors de la séance questions-réponses.